Salut tout le monde. Vous nous écoutez aujourd'hui pour le premier épisode du podcast à voix haute. Donc c'est le podcast des Sans-Culottes, l'association féministe de l'INSA Lyon, qui est une école d'ingénieurs. Et je suis aujourd'hui avec Juliette et Léa, donc membre active et présidente des Sans-Culottes. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, les filles, est-ce que ça vous embête pas de présenter l'asso rapidement, ce que vous faites, vos actions? Du coup, les Sans-Culottes, c'est, comme tu l'as dit, l'association féministe de l'INSA Lyon. Elle a été créée en 2019 et avait pour principal but de mettre en lumière un petit peu les violences sexistes et sexuelles qu'il peut y avoir dans une école d'ingénieurs. Ouais. Et aussi un peu parler de féminisme dans une école d'ingé et faire de la sensibilisation, etc. Et du coup, un des premiers projets qu'a mené la première équipe, c'est de faire des BTI, donc Balance ton INSA, un peu sur le modèle de Balance ton port. Et donc le principal objectif, c'était de recueillir des témoignages de violences sexistes et sexuelles qui ont pu se passer à l'INSA, donc venant d'élèves à élèves, venant de professeurs, etc. Et donc voilà, donc les BTI, si vous êtes intéressés, sont disponibles sur notre compte Instagram, les Sans-Culottes. Voilà, sur Instagram. Ouais, bah t'as bien résumé Léa. Du coup, c'est vraiment aussi centré sur le fait de briser le tabou qu'il y a en vrai un peu autour du féminisme dans une école d'ingé, parce qu'on sait que c'est un milieu quand même hyper masculin, même si à l'INSA, il y a quand même presque la parité en première et deuxième année, je pense qu'on peut le dire. Voilà, et du coup, c'était mettre ça sur le devant de la scène aussi avec l'asso. Bah, c'est vrai, briser le tabou autour du féminisme, en fait, on entend beaucoup tout et son contraire autour du féminisme, beaucoup de stéréotypes. Et du coup, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui va pas, en fait, dans ce qu'on entend dans la culture populaire autour du féminisme? Je pense un des principaux trucs, c'est que c'est des femmes hystériques qui défilent seins nus en criant, quoi. Bah non, c'est pas ça. C'est pas que ça, disons. Du moins, l'hystérie, le caractère hystérique est déjà un problème, voilà. En fait. C'est déjà juste un hyper sexiste de dire ça, déjà de base. Parce qu'une femme énervée n'est pas une femme hystérique, et si elle est énervée, elle a sûrement de bonnes raisons de l'être. Et donc non, c'est pas que ça. Donc je pense que ça, c'est un des principaux stéréotypes. Le féminisme, c'est avant tout et pour tout avoir proclamé l'égalité des genres. Après, c'est plein d'autres choses aussi. Je sais pas ce qu'il y a d'autres comme stéréotypes. Aussi, un stéréotype, c'est par exemple les causes qu'on mène en tant que féministe. Donc, c'est la cause qui revient principalement, entre autres, qui est par exemple l'écriture inclusive. Beaucoup de personnes pensent que se battre pour l'écriture inclusive, c'est un peu une cause. Une sous-cause, voilà, qui est pas si importante pour l'égalité des genres. Donc vous pouvez rappeler ce que c'est rapidement, l'écriture inclusive? Du coup, l'écriture inclusive, tu me compléteras. Vas-y. L'écriture inclusive, c'est principalement de démasculiniser la langue, parce qu'en fait, il s'avère que la langue française pendant longtemps a été les deux genres étaient représentés. Par exemple, les noms de métiers étaient à la fois féminins et masculins, on pouvait dire les deux, etc. Sauf qu'à une période de l'histoire, principalement sous Napoléon, de mémoire, au XVIIe siècle, voilà, en fait, du coup, la langue française a été complètement masculinisée et jusqu'à maintenant. Et du coup, on entend encore, quand on apprend à écrire la grammaire, la conjugaison, que le masculin l'emporte sur le féminin. Et ça en dit déjà beaucoup sur la langue française, rien que cette phrase. Et du coup, il s'agit de... L'écriture inclusive, ça passe par plusieurs choses. Donc, les gens ont en général que le point médian en tête. Ouais. Donc, ça veut dire... en un seul mot, combiner le masculin et le féminin, alors qu'en fait il n'y a pas que ça, il y a aussi l'écriture, il y a l'épicène, donc ça veut dire l'épicène c'est une forme d'écriture ou une façon de parler, ou par exemple au lieu de dire mesdames et messieurs, on va dire bonjour tout le monde par exemple, des choses comme ça, où ça inclut vraiment tout le monde. Et il y a aussi les noms de métiers, par exemple, comme on l'a dit, c'est utiliser le masculin et le féminin, doctoresse par exemple, au lieu de juste docteur. Et voilà, et du coup je pense que c'est hyper important pour la représentation en fait des personnes. Ouais.
Je pense qu'en vrai, comme tu parlais un peu du fait qu'on dise tout le temps, par exemple, que le masculin l'emporte sur le féminin dans la langue française, je pense qu'on a tout un peu ce souvenir, enfin moi j'ai vachement ce souvenir à l'école quand on m'a appris la règle, le féminin l'emporte sur... le masculin l'emporte sur le féminin, je me trompe. Ma prof, pour m'expliquer ça, elle m'avait dit, dans une salle remplie de 100 personnes, et il y a 99 hommes et 99 femmes et un homme, et ben on dira il et pas elle. Et moi j'avais été choquée. Je disais, mais c'est pas possible, faudrait faire un truc moitié-moitié, en fonction de la proportion, etc. Enfin, ça me paraissait vraiment bizarre. Quand on est petit, en fait, on comprend pas, c'est un truc pas naturel, quoi, comme règle. Mais en fait, c'est tellement pas naturel qu'au départ, en français, c'était une règle héritée du latin, c'était l'accord de proximité qui était utilisé. On disait, par exemple, le garçon et la fille sont belles. Et ça, pareil, ça a été enlevé en même temps que la masculinisation des noms de métiers au XVIIe siècle. Bye bye l'accord de proximité. Maintenant, le féminin... Le masculin. On a vraiment envie on a un peu de changer le masculin l'emporte sur le féminin. Mais, et surtout que par rapport, du coup... un peu ce que ça en dit en fait de l'écriture inclusive, c'est par exemple, on voit bien qu'au niveau des noms de métiers par exemple, les seuls noms de métiers qui actuellement et depuis longtemps sont féminisés, c'est des métiers qui appartiennent un petit peu à à des métiers un peu considérés comme comment dire, de classe sociale un peu inférieure, donc par exemple ou mal rémunérée, et souvent ça va ensemble. Par exemple infirmière, tout de suite c'est infirmière, c'est très rare qu'on utilise le mot infirmier, et c'est aussi lié à voilà tous les métiers liés au care, donc prendre soin des gens, etc. Qui sont féminins en vrai, dont la plupart des gens qui travaillent dedans sont des femmes. Donc c'est ça. Par exemple utiliser le mot femme de ménage, etc. On entend très rarement homme de ménage. Ou alors il faut utiliser tout un autre mot, personnel d'entretien. Personne utilise personnel d'entretien. Voilà. Tout le monde dit femme de ménage, c'est vrai. C'est ça. Et du coup, ça va un petit peu ensemble de montrer, du coup, ça va un peu de pair, de venir un peu démasculiniser la langue par l'écriture inclusive. Ça en dit beaucoup en fait sur la volonté de égaliser, de mettre un peu sur le même pied d'égalité les personnes, quoi. Et voilà, je voulais dire autre chose, mais je ne m'en rappelle plus. J'avais un truc en tête, mais je sais plus. Du coup, ah oui, et si, par exemple, la langue avec laquelle on parle, avec laquelle on écrit, c'est ce qui nous permet de véhiculer nos idées. Et si on veut véhiculer des idées qui se basent sur le principe de l'égalité et que notre langue, elle ne suit pas, il y a aussi un problème là-dessus. Du coup, ça reste quand même quelque chose d'important, l'écriture inclusive, rien que pour se sentir représenté, quoi. C'est ça, représenter. C'est pas du tout anodin de dire le masculin l'emporte sur le féminin. C'est pas du tout anodin, en fait. C'est ça qui peut... Et même maintenant... Ça veut dire quelque chose sur la société, en vrai. C'est ça. Vraiment. Et même maintenant, moi, ça me fait tiquer un peu quand l'écriture inclusive n'est pas utilisée dans des choses toutes simples. Par exemple, quand ça va être de la communication autour d'événements, etc., et qu'on voit juste « venez nombreux », tout de suite, moi, ça me fait tiquer parce que je suis en mode rajouter « venez nombreuses et nombreux », ça aurait rajouté genre un mot, ça aurait même pas été bizarre. Et au contraire, ça en dit long aussi sur les gens qui organisent l'événement, quoi. Du coup, voilà. Et on entend aussi beaucoup que le féminisme, c'est quelque chose du passé, c'est quelque chose qui est fini aujourd'hui parce que peut-être que ça y est, les femmes ont tous les droits, on a gagné. C'est bon, c'est l'égalité. c'est bon. Mais ça veut aussi dire qu'il y aurait les combats d'avant, les combats de maintenant. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent qu'est-ce que c'était avant, qu'est-ce que c'est maintenant? En vrai, le féminisme, c'est quelque chose qui s'est fait par vagues. Et qui a été un combat qui date d'il y a très longtemps. Donc Léa, je pense que t'en parleras mieux que moi, mais ça commence au 19e siècle, en gros. Ça commence, c'est ça, fin 19e siècle. Et en fait, c'est ça. En ce moment, on est dans ce qu'on pourrait appeler la 4e vague, mais c'est précédé, du coup, 3 vagues avant. Et du coup, la première, elle a commencé fin 19e, et c'est un peu jusqu'au début des guerres. Et du coup, là, c'était vraiment... en fait, chaque vague a eu un peu son combat principal, même s'il y a d'autres combats qui venaient avec. Mais par exemple, la première, c'était l'accès au droit de vote.
parce que les femmes n'ont eu qu'à partir de 1945. Ensuite, la deuxième vague, elle vient, elle, principalement pour le droit à l'avortement, et donc notamment en 1975, l'avortement a été légalisé. Et ensuite, la troisième vague, elle vient principalement avec d'autres causes. Donc, par exemple, c'est à partir des années 90. Donc, d'autres causes qui va liées à l'antiracisme, les causes queer, etc. Et aussi, on va en parler un peu du genre et questionner la notion de genre, etc. Et là, donc, en ce moment, on est dans la quatrième vague, on peut dire la quatrième vague, qui est principalement liée aux réseaux sociaux. Et du coup, par exemple, avec Balance ton porc, MeToo aux États-Unis, le fait que on va un peu, rendre public les affaires de violences sexistes et sexuelles et montrer que c'est vraiment systématique et systémique et que du coup c'est important de libérer la parole dessus, mais c'est aussi sur le sujet, mais c'est aussi important d'écouter les personnes qui témoignent de ça. Et voilà, et du coup, vient de nombreuses associations qui se sont créées en France, etc. Et du coup, voilà. Voilà, la vague dans laquelle on est en ce moment, c'est vraiment pour ouvrir les yeux, en fait, sur les violences sexistes et sexuelles. Parce que c'était pas du tout terminé, quoi, en fait. Et ça l'est toujours pas, parce que le fait est qu'il y a encore 94 000 personnes par an en France qui se sont fait violer ou sur lesquels il y a une tentative de viol, qui ont été victimes de viol. Et donc 85% sont des femmes, donc ça en dit long sur le fait que c'est pas du tout terminé, que les femmes n'ont pas encore l'égalité comme ce qu'on entend. Qu'il y a encore 50 ans, c'était normal de gifler sa femme, et qu'encore aujourd'hui... ça arrive encore très souvent. Si elle l'a mérité, il y a encore un très grand nombre de personnes, j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais qui trouvent que si elle l'a cherché, ça passe, quoi, de frapper son conjoint ou sa conjointe. Et là encore, c'est des choses qui sont pas normales aujourd'hui, et qui justifient que c'est effectivement pas un combat terminé. En fait, et puis il y a plein d'autres trucs qui sont indicateurs que le combat n'est pas terminé, parce qu'alors oui, peut-être dans les faits, sur certains droits, c'est bon, on a le droit de vote, on peut se présenter aux élections, il y a plein de trucs qui font que, oui, les femmes, on les voit un peu dans différents milieux, etc., voilà. etc. Mais il y a plein de trucs qui montrent que, dans les faits, il y a encore des choses qui arrivent, la violence, la violance... la violence sexiste, en fait, elle est toujours omniprésente. On a une femme sur 3 en France qui meurt de féminicide. Et on a, comme tu as dit, le nombre de viols en France qui touche principalement les femmes. On a encore une inégalité salariale, n'empêche. Il y a, je sais plus c'est quoi le chiffre, il y a 9%. 9% d'écart salarial. Non expliqué, il n'y a pas de cause, parce qu'ils sont pas sur l'ancienneté, les choses comme ça, sur postes égales et études égales, voilà, et il y a quand même 9% d'inégalité salariale, ce qui est quand même assez énorme, quoi. Donc voilà, et puis même au niveau de oui, on a acquis des droits au fil du siècle dernier, etc., mais n'empêche, on se rend compte que y a des droits qui sont toujours remis en question. Le droit à l'avortement, on voit que ce soit aux États-Unis, en Pologne, etc., le droit à l'avortement, il est pas toujours garanti, et que il y a des combats qui reviennent sur le tapis, hyper souvent, et que rien n'est garanti, rien n'est gravé dans le marbre, donc c'est pas quelque chose qui a été acquis et qui maintenant que c'est là, on n'a plus rien à faire. C'est toujours des choses sur lesquelles il faut sensibiliser, sur lesquelles il faut se renseigner, sur lesquelles il faut toujours faire une action. C'est jamais fini. C'est jamais fini, ouais. Surtout que là, les vagues dont on a parlé, c'est vraiment le féminisme occidental, et dans beaucoup d'autres régions dans le monde, en fait, ça va pas à la même vitesse, c'est pas du tout à la même échelle, et il y a carrément d'autres combats et d'autres régions dans le monde où, en fait, tous ces droits-là qu'on a acquis, par exemple en France, ils sont pas acquis rien qu'en Amérique latine, en Afghanistan, en Iran, c'est pas le cas, et c'est vrai que même si on pourrait dire que leurs combats à elles sont plus importants, c'est juste qu'on va pas à la même vitesse aussi, peut-être, et que... Et puis, oui.
Et puis c'est pas parce que dans le monde il y a ça va à deux vitesses différentes. Il faut à la fois lutter et mettre la visibilité sur les femmes qui ont des combats dans d'autres pays, mais à la fois nous dans notre pays dans notre même propre si pays on a combattre les droits jugés élémentaires par les autres, par ça. exemple. Mais c'est pas pour ça qu'on va arrêter la lutte. Voilà. Parce que on souffre encore d'être... Il y a encore des violences qui sont faites juste parce qu'on est des femmes et c'est pas ok du tout, quoi. Tant que c'est pas parfait, ça n'arrête pas, quoi. Je pense que c'est ça. Et du coup, vous avez dit du coup, comment est né l'assaut Les Sans-Culottes donc en 2019, mais du coup à l'INSA, dans une école d'ingénieurs, qu'est-ce que ça dit pour vous, pourquoi c'est important d'avoir cette association-là, cette représentation dans une école d'ingénieurs? Je pense du coup, comme on l'a dit, c'est une école qui est quand même plutôt paritaire, donc à l'entrée en première année. Mais c'est quand même un milieu masculin. Je pense qu'on s'est toutes on a toutes eu des réflexions un peu sexistes, etc. Et du coup, en fait, savoir déjà qu'il y a l'asso à l'INSA qui est là, qui sait, qui dit ça arrive, c'est pas normal. Venez on en discute, ou venez on fait quelque chose pour que ça change. Ça c'est important, et ça en dit long, parce que c'est pas anodin en fait, toutes les remarques qu'on se prend. Ouais. Rien que l'atypique, si t'es là c'est grâce au quota. Il faut savoir ça, que... on se l'est tout entendu au moins une fois. Et en plus on dit que l'INSA c'est une école où il y a la parité, et cette parité elle vient pas des quotas. Il faut arrêter avec ce truc, ça, ici c'est pas mis en place, ça n'existe pas. Toutes les personnes qui ont été acceptées et qui sont là, elles l'ont mérité, et elles n'ont pas été acceptées parce que ce sont des femmes. Parce qu'en fait, ça décrédibilise vachement la valeur d'une femme à l'INSA. C'est ça. Si t'es là juste parce qu'il fallait 55 ans, donc on t'a choisi ça, au lieu d'un garçon qui était bien meilleur que toi. Faut arrêter forcément, quand on dit ça, c'est ok. Super, merci. Ouais, ça remet beaucoup en question notre place ici, alors que on a travaillé quand même pour être là. Au lycée, on a travaillé, puis c'est ce qu'on voulait faire, quoi. Voilà. C'est ce qu'on voulait faire, donc on s'en est... C'est pas qu'on s'en est donné les moyens, parce que tout le monde a sa propre capacité, on va dire, à travailler, etc. Mais c'est juste, on avait envie de faire ses études, on a été acceptés, et puis voilà, quoi. Et tu mérites pas moins qu'un garçon. Ou moins que quelqu'un d'autre, quoi. Toutes les filles ont leur place ici, et c'est pas... parce qu'on leur a donné une chance, ou en plus, des points en plus, des points bonus, quoi. C'est pas le cas. Et je pense que ça a mis longtemps à arriver, en vrai, la parité à l'INSA. Mais c'est plus il y a de femmes, plus ça encourage les femmes à venir, c'est sûr. Je sais pas vous, mais moi je suis pas sûre d'avoir fait de l'INSA. Si j'aurais fait de l'INSA, plutôt. S'il y avait 15% de filles, quoi. Parce que c'est hostile vu de l'extérieur. À 18 ans, tu sors du lycée et d'un coup, c'est plutôt hostile vu de l'extérieur. Parce que du coup, ça arrive qu'il y ait d'autres réflexions à part les quotas, d'autres réflexions, d'autres comportements qui soient problématiques et qui donnent pas envie en cours, je sais pas. Est-ce que vous avez l'impression que vous devez un peu prouver votre place ici, même maintenant que vous y êtes? Enfin, je dis moi aussi. En vrai, je pense pas. Parce que, alors personnellement, au fil des années, j'ai vu que je m'en sortais avec les cours, que j'avais des notes qui passaient, etc. Donc je me suis dit, non, j'ai tout autant... J'ai pas eu, comment dire, le truc où je me suis dit, j'ai pas ma place là, j'ai pris la place de quelqu'un d'autre, etc. J'ai vraiment pas eu ce sentiment-là. Et c'est vrai que par rapport à mes études, par rapport au département que j'ai choisi, on m'a pas fait ressentir non plus. Mais je sais pas, vous, de votre côté... moi, je suis en génie mécanique. Du coup, il y a une technique... je sais pas, une technique mécanique vraiment sur comment marche un moteur et tout. Moi, je suis arrivée là-dedans, je savais pas du tout comment ça marchait. Et je voyais des gars, en vrai, en l'occurrence, qui savaient comment ça marchait déjà. Donc, ils avaient cet avantage un peu. Et moi, je suis là, mais qu'est-ce que j'ai à faire là? Je sais pas comment ça marche. C'est un peu bizarre d'être ici et en mécanique, de dire ça à tout le monde. Et qu'au final, je sais même pas comment un moteur marche, alors que je voyais d'autres gens
qui savaient vraiment mieux que moi. Et du coup, là, j'étais en mode... Voilà, ça fait un peu bizarre et pas trop l'impression d'être légitime. Après, en fait, il y a plein de gens qui sont comme ça et des gars aussi. Donc, quand on s'en rend compte après, ça va. Mais ouais, c'est sûr que le petit doute, en fait, je pense qu'un gars n'a pas. Qui est là, bah oui, je suis là pour apprendre et voilà, dire ah, j'aurais peut-être dû me renseigner avant. Mais non, c'est l'école, elle est là pour ça, pour t'apprendre. Donc, ouais. Et c'est aussi un des buts de l'association, en fait, de dire... Oui, même avant d'entrer ici, puisque je crois que vous faites aussi des interventions pour des collégiennes, des lycéennes, pour dire vous avez tout à fait votre place dans un milieu technique, vous avez le droit de vous intéresser à ça, pour apprendre justement, même parce qu'elle est pas, ils sont pas obligés de savoir avant, mais rien que de s'y intéresser, qu'ils ont le droit de s'y intéresser et de se dire en fait les sciences ça peut être fait pour moi quoi. Bah, c'est ça. Et puis c'est hyper important pour la représentation. Montrer que des femmes peuvent venir faire des métiers qui à prime abord on pense être des métiers masculins et en plus faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les sciences, ça permettrait peut-être de faire avancer la recherche dans un sens un peu plus tourné vers les femmes et pas uniquement centré sur les hommes, parce qu'on voit bien qu'il y a des recherches scientifiques, notamment par exemple rien que tester les crash tests pour les voitures. C'est fait par des ingénieurs, clairement, mais c'est fait sur des mannequins type hommes. Donc ça veut dire que les femmes ont beaucoup plus de risques de mourir dans un accident de voiture parce que la ceinture, le siège ne sera pas adapté à un gabarit à peu près moyen d'une femme. Pareil sur plein d'autres études, par exemple les études pour les maladies cardiovasculaires, on s'est rendu compte que les risques d'infarctus chez les femmes, les symptômes d'infarctus chez les femmes sont hyper différents que chez les hommes, mais parce qu'on ne s'est pas plus renseigné que ça, etc. Beaucoup de femmes en France meurent chaque année à cause d'infarctus, parce qu'on ne pense pas que c'est un infarctus, parce que c'est pas comme chez les hommes. Et donc, c'est ça. Et donc peut-être que, je pense que féminiser aussi les sciences, faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les sciences, ça permettrait... Quand je dis féminiser, c'est pour arriver à une égalité, hein. C'est pas au-delà, voilà. C'est pas la majorité, je dis. Mais voilà, faire en sorte qu'on arrive à une égalité dans les sciences, ça permettrait peut-être d'apporter de nouvelles pistes de réflexion sur sur le corps des femmes, etc. Et ne pas avoir justement l'homme comme référence, mais étendre les panels sur d'autres. Pour être d'autres plus représentés. Encore une fois, tout vient sur sa spécificité. Et sinon, par rapport aux écoles d'ingénieurs en général, j'ai lu récemment un article qui disait justement, qui avait fait en fait c'était un article scientifique quoi, qui avait fait un petit peu des stats et qui avait fait des études du coup auprès des jeunes étudiantes et jeunes étudiants dans des écoles d'ingénieurs. Du coup, l'article date de 2019. Et justement, l'article disait que plus il y avait de femmes, plus le pourcentage de femmes dans une école d'ingénieurs était haut, donc arrivé peut-être jusqu'au 50%, moins il y avait un climat sexiste dans les cours, les intercours, etc. Et du coup, c'est hyper important aussi de montrer que ça sert aussi à ça, entre guillemets, de montrer que quand on interagit tous et tout ensemble, ça devient plus un phénomène anodin en fait, de se dire ah punaise, il y a une fille dans ma classe, ça va être le bouc émissaire, toutes les remarques sexistes ça va être pour elle, etc. Alors que quand on est de façon le même nombre, etc. dans une classe, les affinités vont se faire entre filles, entre garçons, les amitiés, etc. Et du coup vont peut-être plus laisser la place à de l'éducation et à de se rendre compte que c'est mon alter, cette personne est mon égal, et que du coup, va peut-être plus peut-être plus arriver vers des réflexions du côté des garçons pour se dire, en fait, ouais, c'est ma pote, pourquoi, je voudrais dire des trucs comme ça, etc. Donc, il y avait, premièrement, il y avait ça, et sinon, concernant les VSS, il faut pas croire que dans une école, il n'y a pas de VSS. À l'INSA, il y a des VSS. Et c'est aussi notre but au Sans-Culottes, c'est de déjà renseigner et informer sur le consentement, ce qui est hyper important. Mais aussi d'être, d'être un peu un moyen de,
des conseils aussi, de venir, vous pouvez à tout moment venir nous voir, venir nous écrire s'il y a des choses sur lesquelles vous avez des doutes en lien avec le consentement, en lien avec les VSS, etc. Mais aussi de conseils auprès d'autres assos. Si les assos ont un doute sur quelque chose, etc., on peut être là en tant que référente et référent, et il n'y a pas de souci, quoi. On est là pour ça. Ouais. Du coup, voilà. Merci beaucoup les filles merci à toi d'avoir répondu à ces questions. Et il faut savoir que c'est le premier épisode qui servait un peu d'introduction au sujet sur qu'est-ce que nous faisons dans une association féministe, quelles sont les causes du féminisme. Et nous allons développer tout ça plus tard dans d'autres épisodes. À bientôt. Nous tenons à remercier l'Institut Gaston Berger pour son cours sur le genre qui nous a permis un peu de vous expliquer les différentes vagues du féminisme, et nous voulons aussi remercier l'ensemble des membres des Sans Culottes et Boris et Augusto à la logistique.